très heureuse de vous retrouver pour l'invité de la rédaction. Toutes les 2 semaines, la rédaction de 8 Mont Blanc reçoit un invité sur ce plateau. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Torreton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous endosserez à partir du 2 novembre prochain pour la première fois le rôle titre de la pièce de Bertolt Brecht, La résistible ascension d'Arthur Oui. La mise en scène est signée Dominique Pitoiset, fondateur de la compagnie Pitoiset Dijon et artiste associé à Bonlieu Scène Nationale. La première donc aura lieu dans une semaine. Comment ça se passe, ces répétitions? Ça se passe bien. Il y a beaucoup de travail, mais ça se passe très bien. Il y a une belle équipe d'acteurs et puis et de techniciens aussi, parce que Dominique sollicite beaucoup la technique. On cherche des solutions dans l'immédiat, donc tout le monde doit être très réactif. Et non, on est vraiment bien entouré. Et non, il y a encore pas mal de travail, mais on s'en sort. C'est ce que je vais vous demander. En tout, vous avez 6 semaines de création. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire en 6 semaines? Parce que vous partez vraiment de rien au tout début? Alors de rien, pas tout à fait. C'est-à-dire que Dominique a réfléchi au projet, ne serait-ce que scénographiquement, ce qui est déjà un grand vecteur, parce que le décor raconte beaucoup. Mais je vous laisserai découvrir les choix scéniques. Mais, mais n'empêche qu'on a beau réfléchir en théorie, le théâtre c'est toujours au moment où ça se fait avec le corps, avec les mains, pas seulement avec la tête. Donc il faut organiser tout ça, il faut réfléchir ensemble. Il y a des belles idées en théorie qui s'écroulent comme ça en quelques minutes de répétition. Et à l'inverse, il y a des trouvailles scéniques qui permettent de reconsidérer le projet totalement. Moi, c'est pour ça que j'aime le théâtre fondamentalement, parce que voilà, ce n'est pas qu'une pensée préalable, c'est aussi une pensée en mouvement au moment où on le fait. Arthur Oui, donc c'est un peu Al Capone. Dans la pièce initiale, ça se passe à Chicago. C'est un peu aussi Richard Toura, un peu Hitler. Vous, quel dictateur vous voulez jouer? À qui vous avez pensé? Absolument pas un dictateur, justement. Je trouve que les problèmes posés par Brecht avec cette pièce, donc il a commencé en 41, en exil, il a fui, il était juif, donc il a fui l'Allemagne, et il s'est retrouvé à New York. Et donc voilà, étant là-bas à New York, dans ces années-là où la mafia était quand même assez présente, même si elle y est toujours, mais enfin il y avait des figures en tout cas emblématiques de la mafia. Donc il a cru bon d'inscrire cette ascension-là d'Arthur Oui, donc effectivement une sorte d'Erzast d'Hitler, version Al Capone. Mais le but à l'époque était de montrer à quel point ces hommes-là, donc Hitler, Göring, Goebbels, Röhm et autres, auraient pu être arrêtés facilement dans leur ascension. Et il voulait réagir à ce qui pressentait que après-guerre, finalement, quand on a découvert l'ensemble de l'horreur nazie, le nazisme représentait une sorte de mal absolu. Et lui disait, mais le mal absolu, c'est déjà presque, considérer que ce mal est le mal absolu, c'est presque déjà lui donner une aura incroyable. Donc il a forcé le trait en faisant des clowns, de grossiers personnages, pas si intelligents que ça, et pour montrer à quel point, finalement, cette ascension est une faillite de nous, et pas un génie des autres. Ils n'ont pas pris le pouvoir parce qu'ils étaient géniaux, parce qu'ils étaient suprêmement intelligents. Ils l'ont pris parce qu'on a failli, nous. Les démocraties ont failli. Et la France, l'Angleterre, etc., l'Allemagne aussi, embourbée dans une crise financière, bon, qui n'était pas juste allemande, qui était internationale, mais qui a fait des dégâts considérables. Ce sentiment, après Première Guerre mondiale, d'avoir officiellement perdu la guerre, mais officieusement pas du tout. Aucune armée étrangère n'a pénétré le sol allemand. Donc il y avait un fort ressentiment comme ça nationaliste sur lequel Hitler et ses hommes ont surfé et ont profité. Et donc, avec Dominique Pitoiset, on s'est dit, il faut finalement, il ne faut pas cibler quelqu'un. Il faut s'écarter du côté gangster, qui n'a plus cours aujourd'hui, enfin plus comme ça, et rendre ça dans l'absolu, dans un gouvernement absolu, dans un pays dans l'absolu. Alors on le situe un peu en Europe, parce qu'on parle beaucoup de l'Autriche, puisque ça raconte justement la pièce se termine quand Hitler envahit l'Autriche, l'Anschluss. Et
mais on reste dans le commerce, une sorte de commerce, dans l'absolu aussi. On ne parle pas de fruits et légumes vraiment, on ne parle pas de chou-fleur, mais on parle de produits, d'import-export et de subventions qu'il faudrait obtenir du gouvernement, de pâtes qu'il faudrait graisser pour arriver à ses fins, etc., de corruption. Et donc on n'en retient que les grandes lignes et on les place dans l'absolu, dans un contemporain, voilà, mais sans cibler un pays particulier, ni une personne, ni un parti politique. Vous vouliez retravailler avec Dominique Pitoiset. C'est vous qui lui avez parlé, je crois, de cette pièce-là. Lui, il était plutôt parti sur Jean-Paul Sartre. C'était le moment de jouer cette pièce, à quelques mois des élections présidentielles. Oui, en tout cas, c'est le moment d'interroger la politique au théâtre, je crois. Même si on peut le faire en dehors des rendez-vous législatifs. Mais on a le théâtre a pour fonction d'interroger l'espèce humaine. Et dans l'espèce humaine, il y a la politique. Donc on doit l'interroger aussi. Mais là, il se trouve que avec cette élection-là, avec cette quasi-certitude d'un Front National au second tour, avec cette Europe qui change énormément, quand on fait la liste des pays qui basculent dans le nationalisme, alors sans aller forcément jusqu'au fascisme, mais quoi que pour certains on peut se poser vraiment des questions, comme en Hongrie. Orban, je ne pense pas que ce soit un démocrate il n'est pas reconnu pour ça. Exemplaire, hein, on est d'accord. Et la Pologne qui se droitise, qui se nationalise, la Croatie, la République tchèque, l'Autriche, et on voit aussi des percées spectaculaires en Allemagne, des mouvements d'extrême droite. Et en France, on est passé de 2002 à un choc de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, à une banalisation de la présence de sa fille au second tour de cette élection-là. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera, mais enfin, il n'y a plus beaucoup de commentateurs politiques pour dire qu'elle n'y sera pas. Et donc, voilà, je pense que ça, en tant que citoyen, on se doit déjà de s'interroger là-dessus. Et donc, le théâtre doit y prendre sa part. Et je pensais que, justement, Arthur Horwy était la pièce qu'il fallait. Il y en a d'autres, hein, mais celle-ci a une pertinence particulière. À ce sujet-là, justement, je vous propose d'écouter Nadia Fabrizio, qui est comédienne, qui partage la scène avec vous. Elle interprète 3 rôles, je crois, à vos côtés dans Arthur Horwy. On l'écoute et on se retrouve juste après. Et si Bertolt Brecht demandait à ce qu'on soit attentif à ce qui peut arriver, il faut qu'aujourd'hui encore, nous soyons attentifs à ce qui peut nous tomber sur le coin du nez. Et c'est pas rien. Et ce n'est pas seulement à certains d'y être attentifs, mais je crois qu'on doit tous faire attention. Et comme on a bientôt des élections vues, il serait bon qu'on se pose des questions. Et le théâtre est un lieu où on se pose des questions. Ce n'est pas un lieu où on va donner des réponses. C'est pas un lieu, enfin c'est comme ça en tout cas qu'on le conçoit. Nous, on est plutôt d'une école allemande, c'est-à-dire Dominique Pitoiset a fait plutôt Strasbourg. Moi, mon maître, c'était André Stéger. Donc c'est une école assez brechtienne. Et donc du coup, c'est aussi une école où on nous apprend à poser des questions. Voilà. Et pour moi, le théâtre est un endroit où on vient effectivement se divertir, effectivement probablement très souvent aussi penser à autre chose, mais c'est aussi un endroit où on peut sincèrement poser des questions. Et si on réussit à la fin de ce spectacle à ce que certaines personnes, même si on n'est que 2 sur une salle de spectacle, se posent des questions, c'est important. Vous hochez la tête. Oui, vous êtes synchro. C'est la définition du théâtre, qu'il soit brechtien ou pas d'ailleurs. C'est un lieu où on se pose les questions. Moi, j'ai toujours pensé que le théâtre, en tant que bâtiment, est l'endroit au monde où on parle le mieux et le plus précisément et le plus singulièrement de l'être humain. Il fallait forcément être engagé pour endosser ce rôle-là? Ah non, pas du tout. Ah non. Il vous va bien ce rôle? Je vais mal le prendre. Parce que c'est quand pour même, dénoncer, c'est quelqu'un de pas très sympathique, Arthur Horwy. Mais c'est-à-dire que parfois, oui, le théâtre est une recherche d'évidence de parole. Alors parfois, l'évidence n'est pas facile à trouver. Mais c'est toujours une quête d'évidence. Je le dis. Et je dois donner à croire que je le pense.
Alors, bon, avec Arthur Rouis, c'est moins facile qu'avec Cyrano de Bergerac, qui est un personnage positif, un héros positif, qui a ses parts d'ombre aussi, mais enfin, le bilan global du personnage est vraiment positif. Là, non. Mais après tout, voilà, le travail du comédien est de donner cette impression de tout de suite et maintenant, et de donner à entendre certaines paroles, et à vous de vous débrouiller avec. Voilà. Et je n'ai pas, moi, à vous dire si c'est bien ou si c'est mal, mais je dois me les approprier et faire croire que c'est exactement ce que je pense. Ce qui fait que l'aspect citoyen engagé, comme vous me le présentiez tout à l'heure, ça peut être utile ou pas. C'est simplement, je fais œuvre de conviction dans la vie. Et en fait, c'est la même chose au théâtre. Mais il se trouve que là, c'est au service d'une cause assez terrible. Mais c'est la même chose. Et alors, est-ce que ça aide ou est-ce que ça aide pas? En tout cas, oui, sûrement que ma façon d'être intéressé par notre société comme elle va et par son biais politique a sûrement influé dans le fait de vouloir jouer cette pièce-là. Mais un comédien non engagé, mais en même temps, ça me fait rire parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce serait un comédien dégagé. Mais je pense qu'on a tous une conscience de toute façon. Voilà. Après, il y a des gens qui l'expriment, il y a des gens qui ne l'expriment pas. Mais de toute façon, ça a à voir avec une conscience. Voilà, si on n'a pas de conscience, il ne faut pas faire théâtre et je pense qu'il ne faut même pas vivre. On écoute justement Nadia Faruccio à ce sujet-là. D'accord. C'est un homme engagé. Et au jour d'aujourd'hui, avoir des hommes engagés, il n'y en a pas tant que ça finalement. Et des artistes engagés, on n'en voit pas suffisamment non plus certainement. Mais artiste ou pas artiste, de toute façon, l'homme est important et c'est un homme engagé. Et rien que pour ça, déjà, être au quotidien avec lui, c'est une grande chance, on apprend énormément de choses. C'est très gentil. Le temps tourne, donc on va faire vite. 2 petites questions. Vous êtes trop rare, justement, vous, artiste engagé, par les temps qui courent? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Moi, ça me pose un problème, d'abord de solitude. Et puis quand je regarde comment était notre métier il y a 30, 40 ans, et même plus d'ailleurs, on a admiré même des grandes stars comme Yves Montand, Simone Signoret, des acteurs vraiment engagés, qui défendaient des causes, Gérard Philippe, et puis on en passe plein, mais dans la chanson aussi, c'est pareil. Moi, j'avais été étonné de chanter une fois en karaoké les paroles de l'Hexagone de Renaud. Et il y avait des jeunes comédiens dans la troupe, c'est au moment de Cyrano, qui ne connaissaient pas cette chanson. Et qui étaient mais, incroyablement stupéfaits de la violence des paroles. Et ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais quand même, donc cette chanson qui date de fin 70, début 80, enfin fin 70, est-ce qu'elle aurait cours aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait? Est-ce que des gens écriraient comme ça? Est-ce que des gens oseraient dire des choses comme Desproges le disait, ou Coluche, ou d'autres? Parfois, j'ai tendance à penser que non. Et ça, voilà, on doit y réfléchir. Un mot, ce spectacle, cette représentation, ça va continuer après les présidentielles? Vous allez pouvoir le jouer pareil en fonction des résultats? Tout dépend des résultats. Oui, ça va continuer, ça c'est sûr, après. Et la pièce ne dépend pas du résultat en 2017 des élections présidentielles. Elle a à voir avec un état d'esprit, avec une vigilance citoyenne, avec... Donc, même si, parce qu'en fait la question c'est celle-là, si Marine Le Pen n'est pas présidente, tout dépendra de son score aussi. Et celui ou celle qui sera au pouvoir tiendra-t-il ou pas compte de ce vote frontiste? Et on voit comment la société évolue de plus en plus. On donne à entendre des choses pour cet électorat-là, et très peu pour l'autre électorat. On le voit par rapport à la crise migratoire, par exemple. On se freine de peur de monter le vote Front National, alors qu'on ne fait pas assez confiance à l'autre parti, cette France-là qui ne pense pas comme ça.
Merci beaucoup d'être Merci venu à vous. sur le plateau. La résistible ascension d'Arthur Oui, donc c'est à découvrir sur la scène de Bonlieu à Annecy du 2 au 6 novembre prochain. Il reste des places, donc n'hésitez pas. On vous retrouve aussi à Chambéry sur la scène de l'espace Malraux. Ça sera au mois de mars du 14 au 16. Et puis pour ceux qui veulent vous rencontrer en chair et en os, c'est le 5 novembre à la FNAC d'Annecy. Rendez-vous est donné à 15 h. Merci encore d'être venu. Merci à vous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. À bientôt.